Le grand retour de Grégory. Salut Grégory, ça va ? Ça va bien et toi Mathieu ? Ouais, Grégory Guillemin sur la martingale. C'est la deuxième fois qu'on se voit. On va parler d'un sujet dont on a parlé pas mal la dernière fois, mais on va aller un peu creuser un peu plus loin là-dedans, essayer de voir aussi les trous dans la raquette peut-être autour des ETF, parce que c'est le sujet du jour, et puis des développements de ces produits financiers. On va recontextualiser un peu tout ça. Toi, tu es toujours dans ta mission d'accompagner jusqu'à 1 million de personnes à débuter en bourse, c'est ça ? Voilà, c'est toujours mon objectif, 1 million de personnes à débuter en bourse, mais aussi un autre objectif que je me suis fixé il y a quelques mois, c'est d'essayer d'aider 1 million d'enfants à mieux comprendre l'argent. Et c'est pour ça qu'il y a quelques temps que j'ai... Et puis, comme ça, après, ils investiront en bourse, effectivement. C'est ça, ce que j'allais dire, c'est très vicieux ton objectif, parce que tu les emmènes tout de suite à comprendre l'argent pour plus tard les emmener en bourse. Peut-être, tu valorises, t'es en train de farmer, en fait. Voilà, mais c'était pas pensé à la base. Un affreux financier capitaliste. Ah Grégory Guillemin, on te suit sur LinkedIn un peu partout. Apprends l'argent en t'amusant. Tu m'as apporté un petit livre pour mon Ellie qui a 10 ans et un autre, un petit cahier, et un autre pour Jules qui a 7 ans. C'est bien, c'est les bonnes tranches d'âge, c'est ça ? Effectivement, c'est 5-10 ans pour mieux comprendre ce que c'est finalement l'argent, distinguer dépenses essentielles, dépenses vitales et dépenses plus plaisir, mais aussi apprendre à gérer un budget dès les plus jeunes âges, puisque effectivement en France, en Belgique et au Luxembourg, là où j'ai vécu quelques années, l'argent est fort tabou et il y a un manque cruel d'éducation financière. Je regarde, il y a des questions sur lesquelles ils seront collés probablement. Il y en a beaucoup sur lesquelles ils répondront bien parce que je me dis je dois plutôt bien les sensibiliser. Ok. Les miens, mais en effet, je fais attention à leur donner assez tôt du cash, des petites choses, pas beaucoup et pas n'importe comment, de leur dire quand on n'a plus, t'en as plus. Je suis pas un distributeur automatique gratuit, etc. Et puis aussi assez tôt ensuite une carte avec PixPay, je crois que j'utilise, qui n'est pas un sponsor, mais pour ma fille, et qui marche très bien aussi. Et puis avec toute une partie d'éducation. Bon, c'est pas le sujet, mais en l'occurrence, c'est super. Et moi, je pense, ça a été tout un sujet cet été avec de mes potes. Alors, on est allé un peu au-delà, mais on leur a appris à jouer au Texas Hold'em à partir de 10 ans, hein, quand même. Je ne crois pas que ce soit légal, hein, mais bon, non, c'est des jeux d'argent, ça va, c'est entre eux. Je crois que c'était 1 euro la cave ou 2 euros max. Mais ça plaisait pas à tout le monde dans les parents. Et moi, je leur dis, non, mais à un moment, c'est le jeu de la vie, c'est comme ça, quoi. C'était assez marrant. Les ETF. Alors pour ceux qui sont comme les enfants et qui n'ont jamais entendu parler de tout ça, on va faire un petit rappel des bases, on va expliquer les risques, etc. C'est le produit, on va dire, le plus bouillant depuis des années. Tout le monde te dit allez, t'embête pas, achète plus des actions, ne fais plus du stock picking. Je vais tout expliquer, mais le stock picking, c'est t'achètes une action par une, donc tu vas acheter du LVMH, et puis tu vas acheter du Renault, et puis tu vas acheter du Total, et puis en fait tu vas te rendre compte que les trois, c'est pas le bon moment, et puis elles vont perdre la moitié de leur valeur. Et bon, on te dit non, on prend plutôt un ETF qui est un tracker, tu vas me l'expliquer, et qui souvent suit des indices, etc. Mais en fait, c'est pas que ça. Qu'est-ce que c'est un ETF exactement déjà ? Donc déjà, je vais rappeler avant le mot ETF, c'est la gestion passive. La gestion passive, en fait, elle a été créée dans les années 70 aux États-Unis et mise en avant par un certain John Bogle qui a créé la société Vanguard. Aujourd'hui, Vanguard, c'est quoi ? C'est le 2e plus gros gestionnaire du monde après BlackRock. Vanguard, ça représente 9 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. La gestion passive, elle est partie d'un constat assez fort, déjà dans les années 70, qu'il est extrêmement difficile de battre l'indice américain, le S&P 500, qui est l'indice représentant les 500 plus grosses capitalisations boursières aux États-Unis. Et en plus de ça, les frais sont assez élevés chez les gestionnaires actifs, donc chez les banquiers, les gestionnaires qui essayent de battre cet indice-là. Et donc, c'est la raison pour laquelle... Je me permets juste de reformuler, retiens là où t'en es. Toi-même, c'est plus simple d'investir dans les 500 plus grosses, je schématise, c'est pas exactement ça parce qu'il peut y en avoir des privés non cotés, mais les 500 plus grosses sociétés américaines, et te dire, attends, je mets 1 euro dans chacune, c'est pas exactement ça non plus, mais voilà, et puis à la fin, tu gagneras plus que si jamais tu payes des gens très chers qui vont dire, non, je pense qu'il faut mieux acheter HP, et puis acheter Google, et puis peut-être Ford, parce que c'est bien, et là, en fait, à la fin, tu gagneras moins que si juste tu te mets dans ton fauteuil et automatiquement tu achètes ces 500 USD. Ce qu'il y a, c'est qu'aux États-Unis, on parle des 500 plus grosses qui représentent le S&P 500, mais dans le monde, il y a 50 000 sociétés. Cotées. Okay. Comment nous, en tant que particuliers,
ou même professionnel, comment un professionnel peut sélectionner les meilleures actions et ne pas sélectionner les mauvaises actions. Donc c'est pour ça que dans les années 70, John Bogle a décidé justement de mettre en avant la gestion passive en disant je vais créer un instrument financier, non pas qui sélectionne certaines actions et qui n'en sélectionne pas d'autres, mais qui va reprendre tous les constituants du S&P 500. Aujourd'hui, il va y avoir Apple, Nvidia, Google, Facebook, etc., Meta plutôt. Et en fait, de ce constat-là, la gestion passive a été créée et puis via ce qu'on appelle les fonds indiciels. Un fonds indiciel, c'est un fonds d'investissement que j'achète aujourd'hui, je mets 10 000 €. Je vais recevoir les parts du fonds dans 2 jours parce qu'un fonds indiciel, c'est un fonds d'investissement qui n'est pas coté en bourse. Ça veut dire que je mets 10 000 € aujourd'hui, je vais avoir la valeur nette d'inventaire qu'on appelle la valeur de ce soir et je vais recevoir dans 2 ou 3 jours, par exemple, 50 parts, imaginons. Et les ETF, ce sont des fonds d'investissement. Les ETF passifs, ce sont des fonds d'investissement qui ont vu le jour début des années 90, qui fonctionnent comme un fonds indiciel, sauf qu'un ETF, c'est Exchange Traded Fund. Donc, c'est un fonds Exchange Traded échangeable en bourse. Comme l'action LVMH, Total Energy, Apple que tu peux acheter et vendre entre telle heure et telle heure, un ETF, tu peux l'acheter et le vendre entre, par exemple, si tu passes un ETF sur la bourse de Paris, entre 9h du matin et 17h40. Et là, tu t'achètes en revanche le spot. Oui, voilà, donc tu as en fait un ETF, il y a ce qu'on appelle une cotation que tu as effectivement toutes les minutes, à chaque fois qu'il y a des échanges. Et donc, c'est vraiment comme une action. C'est vraiment, il faut le voir comme le fonds indiciel créé dans les années 70. C'est un fonds d'investissement, mais qui n'est pas coté en bourse, comme un FCP, voilà. Oui. Vous connaissez ça très bien en France. L'ETF, ça va être vraiment un fonds d'investissement, mais qui est coté en bourse. Okay. Il y a ce qu'on appelle un marché secondaire, où si toi, maintenant, durant l'épisode, tu t'embêtes parce que je raconte n'importe quoi, tu as envie d'acheter 10 000 € d'un ETF sur le S&P 500, tu peux le faire parce qu'on est dans les heures d'ouverture, par exemple, de la bourse d'Amsterdam ou de Londres, là où l'ETF est coté. Ok. Et dans les ETF, on le verra plus tard dans l'épisode, mais il y a des ETF dits passifs, ça je vais définir maintenant, et les ETF actifs. Alors c'est assez nouveau, en tout cas pour beaucoup d'entre nous. Oui. Qu'est-ce qu'un ETF actif? Tu vas y venir un peu après. Voilà, et les ETF passifs, pour rappel pour tout le monde, c'est quoi? Il existe des indices boursiers dans le monde, comme le CAC 40, les 40 plus grosses sociétés cotées sur la bourse française, par exemple, le S&P 500 aux États-Unis. Un ETF passif a pour unique intention de suivre la composition et donc la performance d'un indice boursier comme le CAC 40, comme le S&P 500, comme le MSCI World et tout ça. Attention, le plus difficile quand on choisit un ETF passif, c'est de choisir son indice boursier parce que dans le monde, il existe 3 millions d'indices boursiers. Oui, Mathieu, 3 millions d'indices boursiers puisqu'il existe des indices boursiers sur actions, dans des secteurs, dans des zones géographiques, sur des produits financiers différents. Donc, il existe vraiment, il y a une société qui s'amuse à recenser tout ça, plus de 3 millions d'indices boursiers. Et au total, des ETF, aussi bien des passifs que des actifs, mais des ETF, il en existe un peu plus de 12 000 dans le monde. Oui, donc ils investissent dans ces 3 millions d'indices. Il y a certains indices qui ne sont jamais répliqués parce qu'ils n'ont pas un grand succès, mais le S&P 500, le MSCI World, le CAC 40, qui sont des indices suivis par une majorité d'investisseurs, à ce moment-là, il y a des sociétés de gestion qui créent des instruments financiers qui vont répliquer la composition d'un indice boursier. Sachant que là-dessus, sur les indices, en fait, tu peux être très créatif. C'est que, évidemment, tu peux te dire, par exemple... il y en a plein, tu les vois dans les ETF que je vois moi chez eToro, tu vas avoir des ETF biotech, sur certains secteurs, medtech, certains avec des effets de levier, avec des produits dérivés. Medtech Asie, etc. Et après, tu as aussi des indices, alors tu as toujours des petits malins comme moi qui se disent, alors j'ai pas créé d'indice encore, mais qui se disent, attends, mais regarde, notamment quand tu rentres dans une cotation, quand tu rentres dans le S&P 500,
ou dans le CAC 40, souvent il y a des effets où quand on sort, il y a des effets sur les actions parce que la 42e valorisation boursière en France, quand elle rentre dans le CAC 40, et bah, tout de suite, il y a plein d'indices comme ça qui vont investir dedans automatiquement, puisqu'elle est CAC 40. Donc, elle va faire un bond en valeur. Donc, tu peux te dire, bah, moi, je vais investir dans toutes les boîtes qui sont 41, 42, 43, et d'ailleurs, potentiellement 40, 39 et 38, parce que peut-être qu'elles vont monter, et désinvestir automatiquement dans celles qui descendent. Enfin, il y a plein d'indices comme ça qui font des espèces de calculs un peu savants, non ? Voilà. Oui, plein d'indices comme ça. Il y a même des indices semi-actifs où on va dire, en fait, on prend l'univers du S&P 500 et on utilise différents critères comme le prix, la performance, donc ce qu'on appelle les indices Smart Beta. Mais ça, il faut bien partir du principe que c'est un indice boursier, c'est comme le PIB, ça mesure la performance d'un panier d'actions, d'obligations ou ce genre de choses, mais on ne peut jamais acheter un indice, on ne peut jamais acheter le S&P 500. Par contre, on peut acheter des instruments financiers qui suivent le S&P 500. Et c'est là que les ETF passifs rentrent en jeu. Après, le tout, c'est de savoir, finalement, parmi ces 12 000 ETF disponibles dans le monde, comment, en tant que particulier, on peut en sélectionner quelques-uns parce qu'on peut vite se retrouver perdu. Ok. J'explique une dernière chose. Quand on achète un ETF ou un indice, tout à l'heure, je disais on met 1 euro dans 40 sociétés du CAC 40. C'est faux. C'est-à-dire que généralement, on met en proportion. Donc, dans une société comme le CAC 40, il peut y avoir un LVMH qui représente 12%. Effectivement. Donc, en l'occurrence, tu mettras plutôt 4 euros et quelques dans LVMH que 1 euro. Et dans les sociétés qui sont plutôt plus proches de la fin de la queue du CAC 40, tu vas plutôt mettre 10 centimes ou 20 centimes. Donc, c'est proportionnel toujours. Pas toujours, parce que... pas toujours. Non, pas toujours, parce qu'en fait, les indices boursiers, c'est la société qui gère l'indice, comme Standards, comme MSCI, par exemple, qui est une société uniquement d'indices. Donc, MSCI ne vend pas des titres financiers. MSCI crée des indices, et puis après, des boîtes comme Vanguard, des boîtes comme BlackRock achètent les données pour avoir accès aux données. C'est comme ça que MSCI gagne de l'argent. Et MSCI va dire, je vais peut-être faire un indice équipondéré, les 500 plus grosses capitalisations boursières aux États-Unis, avec le poids 1/500 par société. Oui. Ou l'inverse, te dire, je vais mettre 5 fois plus sur les 10 premières. Voilà. Et là, on peut être très créatif. C'est vrai que moi, dans la façon dont je gère mon argent, comme je le partage très ouvertement sur les réseaux sociaux, je suis vraiment les indices de base, c'est-à-dire en fonction du poids de chaque société dans l'indice. Il y a des sociétés qui ont une capitalisation boursière plus grande que d'autres, donc c'est normal qu'à mes yeux, elles aient un poids plus important dans l'indice. Ok, Grégory. Alors, qui gagne de l'argent ? Parce qu'on te dit toujours, pourquoi l'ETF est très simple, c'est qu'on dit c'est passif. Généralement, les marchés battent tous ceux qui font de l'actif, donc le truc passif, en fait, t'embête pas à payer quelqu'un qui coûte très cher, parce qu'il battra pas, en fait, les indices. Alors, ce qui est vrai à 99%, mais si c'était l'inverse, en tout cas. Et puis aussi, l'autre raison, c'est qu'il y a très peu de frais. Mais il y en a quand même des frais. J'imagine que BlackRock et Vanguard, dont tu parles depuis tout à l'heure... Ce ne sont pas des associations sans but lucratif. Ouais, voilà. À tout hasard. Et en fait, comment ils gagnent de l'argent ? Il faut savoir ils gagnent de l'argent grâce aux frais de gestion. Par exemple, un des plus gros ETF dans le monde, enfin en tout cas en Europe, parce qu'il faut distinguer les ETF de droit américain des ETF de droit européen, mais ici on est en Europe, donc en Europe, on va être à 100 milliards d'encours sous gestion. À ce moment-là, l'ETF va prendre par exemple 10 points de base, donc 0,10%. Donc ça correspond à quoi ? Ça correspond à 100 millions de chiffre d'affaires liés à la gestion de ce... Donc 0,10%, t'investis 100 euros, ils vont te prendre 10 centimes. Voilà, c'est ça, ils vont prendre 10 centimes pour gérer... À la sortie et à l'entrée Non, en fait, ce sont des frais annuels qui sont pris à l'intérieur du produit. Sur les ETF, il n'y a pas de frais d'entrée et il n'y a pas de frais de sortie, ce qui est différent que sur les fonds actifs. Il y a du frais de gestion. Voilà, c'est ça. Et il y a des frais de gestion. Les frais de gestion sont entre 5 et 10 fois moins chers que les frais de gestion sur des SICAV ou des FCP, donc des fonds d'investissement actifs traditionnels. Mais il faut savoir quand même que 40% des ETF ne sont pas rentables pour les émetteurs.
Donc pour les gestionnaires. Il faut des gros volumes en fait. Il faut des gros volumes parce que effectivement un ETF ça coûte quoi entre 200. Il y a une étude qui a été faite il y a quelques mois par un ETF et Citi, je pense, qui avait estimé le coût de la gestion d'un ETF entre 250 000 euros et 300 000 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour être break-even, il te faut entre 250 millions et 300 millions d'encours sous gestion. Nous, on fait ça avec tous nos auditeurs faciles. Voilà. Et aujourd'hui, en Europe, il y a environ 3200 ETF. Donc, dans le monde, il y en a plus de 12 000. Et rien qu'en Europe, disponible pour des résidents européens, il y en a 3 000. Sur les 3 000, il y en a 1 600 qui ont une taille inférieure à 100 millions. Okay. Donc, sur ces 1 600-là, je n'ai pas regardé les frais de chacun, mais probablement que la majorité ne sont pas rentables pour la société de gestion. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'ETF aussi qui, à certains moments, l'indice boursier n'est pas spécialement super connu et le gestionnaire de l'ETF dit finalement, maintenant, on va arrêter cet ETF-là, on va rembourser les investisseurs à la valeur. Et puis après, cet ETF-là, comme une action, n'est plus coté en bourse. Donc le 0,1%, c'est un exemple. C'est un exemple. Mais en moyenne... Parce qu'il y a des ETF qui coûtent cher. C'est un peu un mot magique, mais il y en a qui se... Ouais, il y a des ETF... Non, mais il y a des ETF sur des cryptos, ce genre de choses, qui peuvent être à 1%, 1,5%, ce genre de choses. Mais sinon, en général, sur des ETF, sur des indices diversifiés, S&P 500, MSCI World, CAC 40, ou même sectoriels, on tourne entre 0,05, donc 5 points de base. Je pense que même le moins... Il y a même des ETF qui sont gratuits, si je ne me trompe pas, mais voilà, il a moins de 3 ans d'historique, donc ce n'est pas quelque chose que je vais recommander. Mais entre 5 points de base, disons, et 50 points de base. Et tu achètes, en revanche, il n'y a pas de magouille, c'est-à-dire que moi, quand j'achète le CAC 40, j'achète Renault au prix de Renault, Publicis au prix de Publicis. Il n'y a pas de, tu voyais, non, le plus haut, le plus bas dans la journée, du spread, je ne sais pas quoi. Alors ça dépend par quelle plateforme, entre guillemets, tu peux passer ou ce genre de choses. Mais si tu passes par une plateforme, enfin peu importe la plateforme, tu passes par une plateforme, tu mets ton ordre d'achat, l'ETF coûte à 100 euros, imaginons, et ton ordre va passer à 100 euros ou un petit peu plus cher, un petit peu moins cher, dépendant si tu as mis un ordre au marché ou un ordre limite. Ça, c'est dépendant du type d'ordre. Mais sinon, il n'y a pas... je veux dire, dans 2 ans, il va y avoir ce qu'on appelle la consolidated en Europe. Ça veut dire que normalement, le régulateur européen va reprendre pour tous les instruments financiers en Europe, peu importe la place boursière, va faire un audit de tout ça pour voir si à un moment donné, à quel endroit cet ETF-là, par exemple, ou cet instrument financier-là était le moins cher, pour voir s'il n'y a pas des places boursières qui appliquent effectivement des frais, des différences, des spreads plus importants. Après, n'oublions pas, on pourra y revenir, on peut sauter à ça directement, mais un ETF peut être coté sur différentes places boursières. Un ETF, le même ETF, c'est un même instrument financier, comme Apple par exemple. Apple est coté sur le Nasdaq, mais Apple a décidé il y a quelques années d'être coté aussi sur la bourse de Francfort en euros. Un ETF peut être coté, un ETF sur le S&P 500, par exemple celui dans lequel j'ai ma plus grosse position, il est coté sur Euronext Amsterdam, à Londres. Il est coté également à Francfort, donc il peut être coté sur différentes places boursières. C'est pour des histoires de devises, parce que c'est pas uniquement de devises. Francfort et Amsterdam, c'est la même chose. C'est la même chose, mais c'est aussi pour être accessible. L'objectif de l'ETF, tu l'as très bien dit, c'est quoi? C'est d'avoir un maximum d'encours sous gestion. Au plus il a l'encours sous gestion, au plus il va gagner de l'argent. Pour avoir de l'encours sous gestion, il faut être disponible sur beaucoup de places boursières pour que des investisseurs, j'invente, italiens, passent l'ordre sur la bourse italienne parce que ça va leur coûter probablement moins cher que sur la bourse de Londres, par exemple. Ok. J'essaie de comprendre tous les vices ou tous les trucs que j'aurais pu ne pas voir. Ce que tu me dis là, parce que là, je te parlais de devises. Je l'avais vu sur des actions, parce que là, c'est intéressant. Tout de suite, tu m'as fait parler des devises. Un ETF, il y en a plein sur lesquels je fais pas trop gaffe. Je peux les acheter en dollars, en yens, en machin, et du coup, je me tape des frais de ouf. Alors, à l'entrée, à la sortie. Je résume très rapidement, mais en fait, il y a 3 types de devises pour un ETF. Il y a la devise qu'on appelle la devise de cotation. Donc, ça veut dire, je reprends. La première devise, la principale, c'est la devise de base. C'est la devise légale de l'ETF. Par exemple, un ETF qui suit le S&P 500, sa devise de base décidée par BlackRock,
légalement parlant, sa devise de base, c'est le dollar. Donc, tous les prospectus, les comptes annuels de l'ETF et tout ça, c'est en dollars, devise de base. Ça, la devise de base, tu ne peux rien faire par rapport à ça. Ensuite, tu as ce qu'on appelle la devise de risque. Un ETF qui investit dans le S&P 500, derrière ces 500 sociétés cotées en bourse aux États-Unis, la devise de risque, c'est quoi? C'est le dollar. Ouais. Un ETF qui suit par exemple le MSCI Europe, ça va être 20% de devise de risque, par exemple, ce n'est pas un exemple, c'est la réalité, du franc suisse. Parce que derrière, il y a 20% des sociétés qui sont en Suisse. Donc ça, c'est le risque le plus important, la devise de risque. Et puis, tu as la devise de cotation qui, en fait, les gens pensent que si j'achète l'ETF sur le S&P 500 en euros ou en dollars, que ça a un impact. En fait, non. Que j'achète en euros ou en dollars, ça n'a pas d'impact si je n'ai pas de couverture de change. OK, ça, on en parlera après. Mais que j'achète... Mais moi, j'ai pas de dollars, tu vois. Enfin, j'en ai un peu, mais oui, je veux dire, mais je suis payé en euros. Tu es payé en euros, donc... La plupart du temps, moi, je vais recommander aux gens de faire quoi? D'acheter sur une place boursière, effectivement, là où ça coûte pas trop cher, et là où c'est coté dans la même devise que leur devise principale de vie. Parce que, en fait, là où je pose cette question, je sais pas si tu l'as déjà vu, mais tu sais, quand tu vas à l'étranger, de temps en temps, tu vas peut-être mettre ta carte, on va te proposer de payer en euros ou en dollars. Oui, ben là, tu as intérêt à prendre... Sur une carte de crédit, tu as intérêt à prendre en dollars à l'étranger. Alors, ça dépend de ta banque. En l'occurrence. Mais généralement, tu as raison. Oui. Tu as raison, souvent c'est en dollars. Mais parce qu'en fait, si ta banque, comme pas mal de banques traditionnelles, t'assassine sur le taux de change, quand tu es à l'étranger, de temps en temps, ça peut valoir le coup de prendre en euros, parce que du coup, tu n'as pas les frais de ta banque. Oui. Mais ça... Si en revanche, tu es sur une néobanque, ou certains contrats spécifiques, j'imagine, des anciennes banques, sur lesquels tu n'as pas de taux de change, tu es à zéro. C'est le cas de mes amis de chez Sumeria, ça doit être le cas chez Revolut, c'est le cas de chez N26, j'imagine, peu importe. Tu es à l'étranger, tu achètes, il faut surtout prendre en dollars, parce que celui qui te propose de payer en euros, lui, t'assassine au passage sur le change euro-dollar. Ouais. Après le... Donc, mais ça doit être pareil sur les ETF. Mais sur les ETF, c'est si tu passes par... Peu importe la plateforme par laquelle tu passes, tu regardes dans les frais, il y a des frais de change. Si tu achètes un ETF en dollars sur la bourse londonienne, par exemple, et que tu n'as pas de dollars dans ton portefeuille, tu vas devoir faire le change. Oui. Ça va peut-être te coûter 0,25% ou 1,5% ou 1%. Et puis, tu vas l'acheter en dollars. La seule possibilité qui pourrait être intéressante d'acheter un ETF en dollars, c'est que sur la bourse londonienne, par exemple, l'ETF sur le S&P 500, tu as beaucoup plus de volume, beaucoup plus d'achats et de ventes. Imagine, demain, je gagne au loto, j'ai envie d'investir 10 millions d'euros dans un ETF qui suit le S&P 500. Je ne l'achète certainement pas en euros sur la bourse de Francfort. Peut-être ce que je fais, c'est que je vais l'acheter en plusieurs fois sur la bourse de Londres, là où il y a beaucoup en dollars, là où il y a beaucoup plus d'échanges. Donc, je dirais que la plupart du temps, on va choisir une place boursière. Là, on paye le moins de frais, on va choisir l'euro. Et dans des cas spécifiques, oui, on peut choisir que l'ETF soit coté en dollars parce qu'il y a plus de volume, plus de liquidité. Et il n'y a pas des impacts fiscaux là-dessus quand tu achètes à l'étranger, que tu sais, il y a des en France où tu as des trucs qui rentrent dans c'est quoi, dans du PER ou des trucs défiscalisés ou des choses comme ça? Ah oui, ou alors par exemple, si tu achètes effectivement, par exemple sur ton PEA, ton plan d'épargne en action, tu vas pouvoir acheter certains types, ton ETF, ton ETF par exemple sur le PEA, tu ne vas pas pouvoir l'acheter en dollars ou ce genre de choses. Là, il faut y faire attention par rapport à ça. Mais je dirais pour 99% de la population, choisir une place boursière là où ça coûte peu cher, où il y a quand même un peu de volume, Euronext Amsterdam, la bourse de Francfort ou la bourse d'Hambourg, là ce sont des places, ou la bourse de Paris, là où il y a des places importantes, sachant qu'il y a moins de gros ETF cotés sur la bourse de Paris quand même, parce que c'est principalement sur d'autres places boursières, Amsterdam, Londres et Francfort. Et dans certains cas, oui, on va peut-être acheter un ETF coté en dollars. Donc, je prends juste cet exemple-là de mon ETF coté en euros. En fait, c'est pas parce que je l'achète en euros, c'est juste la devise de cotation, mais la devise après de risque, ça reste le dollar. Donc, si imaginons que le S&P 500 n'ait rien fait en termes de performance, 0% sur l'année 2025, mais que derrière, le dollar, comme cette année-ci, s'est déprécié,
Ça veut dire que j'ai la même quantité de dollars, mais ça vaut moins en euros. Donc la cotation en euros vaut moins. Si je le redis à l'inverse, si par contre le dollar s'apprécie, comme il s'est apprécié entre 2011 et 2024 inclus, mon ETF, finalement, imaginons que le dollar s'apprécie 10% sur une année, le S&P 500 fait 0% en dollars, moi je détiens un ETF, mais qui est libellé en euros, très bien, mais c'est surtout je suis européen, j'ai la même quantité de dollars, sauf que le dollar s'est apprécié de 10%. Donc, mon placement a fait plus 10%. Tu as investi 1 000 euros, et ben tu récupères 1 100. Donc, alors que l'ETF a fait... voilà, qu'on achète... Donc, il y a un effet de levier possible. Sur la devise, mais qu'on achète un ETF libellé en euros ou en dollars, s'il n'est pas couvert contre l'évolution des devises, ça n'impacte pas la performance. Ça peut impacter les frais de change, comme tu l'as très bien dit, et tout ça, mais ça n'impacte pas la performance. En parlant Pardon. Oui, ce qui impacte la performance, potentiellement, ce sont les ETF Hedge, HEDGED, donc les ETF qui sont couverts, parce qu'il y a certains ETF qui sont couverts, et dans ce contexte-ci, il y a certaines personnes qui disent est-ce qu'il faut couvrir son ETF quand on investit aux États-Unis ou pas. Ça veut dire que là, tu es sur un dollar-euro ISO, quoi. C'est-à-dire que tu investis sur la performance des entreprises, mais pas sur la monnaie en plus. Voilà, c'est ça. Donc, peu importe l'évolution du taux de change, ta performance va être la même. Mais je prends un simple exemple d'un post que j'ai fait pas plus tard que ce matin. Deux ETF qui suivent le S&P 500. Même but. Un ETF qui est libellé, qui, peu importe la libellation, il est en dollars. L'autre, il a son objectif de couvrir les évolutions du taux de change euro-dollar. Donc, finalement, il n'y a pas d'impact. Cette année-ci, cet ETF-là, il est à plus 10%. Alors que l'ETF qui est impacté par les devises, il est à moins 2%. Sauf que, si on prend sur les 11 dernières années, celui qui n'est pas couvert, il a eu 761% de performance. Et sur les 15 dernières années, il a eu 761% de performance. Et l'autre, il en a eu 481. Pourquoi ? Simplement parce qu'entre 2011 et 2024 inclus, il y a eu quoi ? Le dollar s'est apprécié par rapport à l'euro. Et donc, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que les ETF Hedge, ce sont des ETF qui ont juste pour unique objectif de neutraliser l'impact de devises. Moi, je ne suis pas fan pour 3 raisons principales, mais donc c'est l'objectif principal de ces ETF-là, sachant que des études ont montré que ces ETF-là coûtent en termes de frais liés à la couverture, parce qu'il faut prendre ce qu'on appelle des contrats à terme. Donc, tu prends des contrats à terme que tu renouvelles très régulièrement. Ces contrats à terme coûtent à l'ETF entre 0,3 et 0,6% par an. Donc c'est un peu plus gratuit. Donc, voilà, c'est ça. Oui, c'est pas gratuit toutes ces choses-là, c'est normal. Ok, tu parles de hedge. Moi, je pensais un peu aussi au fait de pouvoir lever, en tout cas emprunter, parce que finalement, tu dis les ETF quand tu écoutes tout le monde. Si j'étais Barjo, je le ferais pas. Je l'ai testé sur des actions, mais en tout cas les effets de levier. Sur lesquels je me suis toujours un peu mangé les doigts, tu vois, acheter de l'action avec un levier x10, x5. x10, c'est toujours un peu compliqué, mais sur un ETF, ça se fait ? C'est proposé, ça aussi, par toutes les plateformes, ouais. Probablement par toutes les plateformes. Il existe pas mal d'ETF, ce qu'on appelle leverage, donc avec effet de levier. Okay. Et là, effectivement, si sur une journée, ton ETF sur le CAC 40 fait plus 1 et que tu as pris un ETF x2 ou x3, toi, tu vas avoir plus 2% ou plus 3%. Même chose à la casse, c'est-à-dire si ton ETF sur une journée fait moins 2%, tu as pris un levier x2 ou x3, tu vas faire moins 4 ou moins 6%. Moi, j'avoue que je déteste ça parce qu'on pourrait se dire les ETF montent à long terme, on prend un effet de levier, on ne touche pas. C'est pareil, ça a un coût, parce que tu prends de l'argent. Alors, ça a un coût, premièrement. Et deuxièmement, ce sont des ETF à réplication synthétique. Ah, je voulais revenir très bien là-dessus, en effet. Donc, alors là, en fait, moi, en tant que particulier, l'ETF ne détient pas physiquement les titres du S&P 500, par exemple, ou ce genre de choses. Il peut en détenir certains, mais il y a surtout l'utilisation de produits dérivés complexes. Et moi, je ne suis pas fan. Si demain, la bourse fait moins 50%, que mon ETF sur le S&P 500 dans lequel j'ai 30 ou 40% de mes économies fait moins 50%, mon ETF a l'effet de levier. Je vais mettre
parfois, quand le S&P 500 chute, il faut 5-6 ans pour remonter. Mais si je fais un effet de levier x2 ou x3, je vais mettre combien de temps à m'en remettre? 10 ans, 12 ans, 15 ans. Donc moi, en fait, des ETF qui... Moi, je suis très passif dans mes investissements et j'avoue que je suis pas très fan de l'innovation autour des ETF. On va dire, mais faites ça avec des effets de levier, parce que on a oublié, je dirais, l'essence. C'est simplement dire, on investit une somme, on fait confiance finalement. On ne sait pas choisir une société parmi les 500 meilleures sociétés aux États-Unis. Donc, on prend toute la botte de foin plutôt que prendre certaines épingles dans la botte de foin. Et les ETF à effet de levier, c'est quelque chose où, si vous voulez faire ça, faites ça pour 5% de votre portefeuille, amusez-vous, testez, mais ne mettez pas 15, 20, 30% là-dedans, parce que n'oublions pas que les 15 dernières années, la bourse n'a fait que monter, et que d'ailleurs la bourse américaine a fait sur les 15 dernières années plus 13% de performance annualisée, alors qu'historiquement elle était à plus 8 ou plus 9. Donc il pourrait y avoir à un moment donné une chute importante, et pas une chute de 20% ou 25%, une chute de 40, 45, 50 ou plus. Et les ETF à effet de levier, c'est vraiment à manier avec modération, et c'est pas quelque chose que je conseille même du tout. Très clair. Derrière tout ça, un ETF, donc tu me disais qu'il y en a qui sont finalement pas rentables. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux le perdre, il peut se casser la gueule, il peut faire faillite? Alors, donc, l'ETF, pas rentable, ça veut dire pas rentable, il coûte plus cher à la société de gestion. Oui, ça pour BlackRock. Voilà, c'est ça. Alors à un moment, tu me disais, ils le vendent. Mais est-ce qu'il n'y a pas des sociétés qui créent des ETF et qui avaient plein d'ETF pas rentables et qui ont fait faillite? Est-ce que je peux perdre mon argent? Alors, est-ce que tu peux perdre ton argent? Normalement, non. Pourquoi normalement non? Parce que, en fait, un ETF, donc c'est un panier dans lequel il y a 500 sociétés du S&P 500, imaginons. Ce panier, ces 500-là, elles se trouvent où? L'ETF qui pèse 100 milliards. Ces 100 milliards, ça ne se trouve pas sur le bilan de BlackRock. BlackRock est le gestionnaire. Il y a des investisseurs comme moi, par exemple, et puis il y a ce qu'on appelle une banque dépositaire. Donc, BlackRock a un partenariat commercial avec State Street ou d'autres, peu importe les noms de sociétés de banques dépositaires. Ces banques dépositaires, ce sont des institutions financières qui ont pour intention juste de détenir quelque chose. C'est comme si je te donne ce stylo, je te dis, Mathieu, je te donne 1 euro pour le garder pendant 1 an. Mais par exemple, tu ne peux pas le découper et le prêter et faire du levier. Non, rien d'autre. Tu gardes le cash. 10 000, voilà, c'est 10 000 ça. 1 an, je te le garde 1 euro, c'est bon. Et là, par exemple, et donc les ETF ne peuvent pas, ils peuvent faire faillite si et seulement si tous les sous-jacents, donc les 500, dans cet exemple-ci, les 500 sociétés fassent faillite au même moment. S'ils font faillite au même moment. Ta sécurité, c'est qu'une société, bon, déjà, avant qu'un Renault fasse faillite du jour au lendemain, c'est compliqué, mais ça peut t'arriver. Ça peut arriver. Cela dit, avant que Renault, L'Oréal, Publicis, enfin là, je prends les CAC 40, Total, Saint-Gobain, fassent tous faillite en même temps, au même moment. Normalement, avant de faire faillite, elles seront sorties du CAC 40. Elles sont sorties du CAC 40. Il y a ce qu'on appelle un rééquilibrage tous les 3 mois, effectivement, du CAC 40, du MSCI World ou encore du S&P 500. Et donc, même si 2-3, imagine, sur un mois font faillite, le trimestre suivant, elles sont sorties, elles sont remplacées par d'autres sociétés qui sont dans le Next 80, effectivement, qui sont des sociétés qui sont prêtes à rentrer dans le CAC 40. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vu que l'ETF est une structure juridique à part entière qui est gérée par BlackRock, mais qui n'est pas détenue par BlackRock. Donc, si demain, la réalité, c'est quoi? Pour avoir posé la question à BlackRock ou à Vanguard, c'est que demain, BlackRock fait faillite. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a un conseil d'administration extraordinaire où ils ont déjà nommé en fait qui serait le repreneur de l'ETF en disant BlackRock a fait faillite, plus possible de gérer, BlackRock est dissoute. En fait, il y a une société de gestion qui est déjà nommée, alors je ne sais pas qui, mais c'est déjà prévu en disant si BlackRock fait faillite, c'est la société XYZ qui va gérer. Et probablement, soit un Fidelity, soit un Vanguard, une grosse société qui gère effectivement des actifs. Donc, moi, parfois, on me dit « Ah, mais Grégory, tu as tous tes ETF la majeure partie chez BlackRock. J'en ai chez DWS et tout ça. Bon, j'ai aucun partenariat commercial avec ces boîtes-là, je tiens à insister. Mais un point important, c'est que j'ai pas peur que BlackRock fasse faillite parce que même s'ils font faillite,
mon argent n'est pas sur les comptes de BlackRock et il y aura un autre qui va reprendre la gestion. Donc voilà. Là, ce qui peut se passer, c'est que quand un ETF n'est pas rentable pour une société, eh ben, la société, donc un BlackRock ou un Vanguard, va décider de rembourser les investisseurs au prix à la fin de la journée, par exemple. Et puis après, l'ETF est délisté. Donc, il n'est plus coté en bourse sur le marché secondaire. Donc, on ne peut plus l'acheter. Et ça arrive quand même régulièrement parce qu'il y a quand même des stratégies. Voilà, plus de 40% des ETF ne sont pas rentables 40% des ETF de droit européen ne sont pas rentables pour leur société de gestion. Incroyable. Je regarde un peu, j'essaie de voir en regardant les ETF que j'ai achetés. Là, je suis sur iShares MSCI India ETF. Ah oui. Pourquoi pas, je vois ça. J'ai fait plus 16%, plus 17%. J'essaie de voir, j'essaie de regarder comment je sais s'il est synthétique ou alors ça dépend des plateformes et tout, mais c'est écrit. Tu le verras jamais comme ça. Ok. Sur le nom, non. Comment tu peux faire petit tuto rapide, le tuto de Greg, qui est le nom d'ailleurs de ma newsletter, pour la petite histoire, la petite pub en passant. Mais voilà, qui est une newsletter que j'envoie depuis 140 semaines quand même. Bravo. Et sans interruption. Et en fait, ma newsletter, cet ETF-là, qu'est-ce qu'on fait? On copie-colle le code ISIN. Tu dois avoir un IE quelque chose dans le nom de ton instrument financier. Okay. Le code ISIN, c'est un petit peu le numéro d'identification nationale d'un instrument financier. Tu vas aller sur, par exemple, justetf.com, qui est un site gratuit. Encore une fois, je n'ai pas de collaboration commerciale. Et puis ensuite, tu copie-colles le code ISIN et puis tu vas avoir réplication. Soit une réplication complète. Une réplication complète, ça veut dire effectivement que 100% des actifs de l'indice sont achetés dans l'ETF. Tu as une réplication par échantillonnage, qui est une réplication physique aussi, où 99% des actifs sont répliqués. Réplication synthétique, où là, à ce moment-là, ça c'est plus complexe que ça, c'est l'ETF va avoir ce qu'on appelle un contrat avec une autre institution financière et ils vont s'échanger des flux financiers. C'est pour ça que c'est ce qu'on appelle un swap. Donc, il y a des échanges de flux financiers où le gestionnaire, par exemple, du MSCI, le gestionnaire de l'ETF iShares MSCI India, imaginons qu'il soit synthétique, je ne pense pas, mais imaginons que ça soit le cas, il va acheter peut-être quelques actions du MSCI India, puis d'autres actions, et il va rentrer avec une contrepartie comme BNP Paribas Arbitrage ou autre, et puis il aura acheté certaines actions d'un panier qui aura pris, je ne sais pas, 1%, sauf que l'indice aura fait plus 1,5% sur la journée. Donc à ce moment-là, il y a un échange de flux financiers où BNP Paribas Arbitrage va devoir 1,5% à l'ETF. Donc là, on est sur des flux financiers qui sont différents. Et donc, moi, vu que je n'ai aucune vue sur les contrats financiers entre BNP Paribas Arbitrage, dans cet exemple-ci, et BlackRock, pour cet ETF-là, je préfère éviter les ETF à réplication synthétique parce qu'on ne détient pas physiquement les 100 actions du MSCI India. Tu n'as pas de sous-jacent réel, quoi. On en a certains, mais il existe des ETF synthétiques qui suivent le S&P 500. Tu as 3 entreprises du S&P 500, tu en as 50 en Europe, et donc tu n'es pas directement exposé au S&P 500. Voilà, donc ça, j'évite. Et puis maintenant, depuis quelques mois, l'innovation continue, mais ils ont lancé des ETF hybrides. Donc il y a certains ETF. Certes, une partie de l'ETF est répliquée physiquement, une autre partie est... Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Voilà, une autre partie est répliquée de manière synthétique. Et en fait, pour moi, c'est là où l'investisseur particulier doit vraiment se dire « Ok, je dois avoir une démarche très simple, transparente et ne pas chercher en fait à essayer de faire mieux que la bourse parce que c'est extrêmement difficile. » Est-ce qu'il existe des ETF qui vont jouer contre un indice? Ah oui, c'est... Tu peux faire un ETF Oui, qui sont ce qu'on appelle des inverses CAC 40 ou des choses comme ça, qui vont parier contre la baisse effectivement d'un indice. Donc imaginons le CAC 40 a fait plus 20% par an pendant 5 ans et tu penses que le CAC 40 va chuter, eh ben, tu peux acheter un ETF effectivement qui va jouer contre la baisse. Tu sais comment ça s'appelle ça, non? C'est soit inverse ou reverse. Reverse voilà. S&P ou reverse Voilà, mais
Je pense que sur JustETF, dans l'onglet, si on va sur le site justetf.com, tout en bas à gauche, il doit y avoir des ETF inverses, oui. Je pense que c'est ça, ETF inverse. J'ai d'ailleurs pas fait de vidéo YouTube sur le sujet, je devrais peut-être en faire. J'ai vraiment, comme de quoi, j'ai vraiment l'esprit tordu parce que toi, si tu n'as pas fait encore le truc YouTube et moi, je te pose des questions. Mais là, encore une fois, on part du principe, on pense que le marché va chuter. Mais si on fait ça, on met encore une fois max 5% de son portefeuille parce que, n'oublions pas, que 70% du temps, la bourse monte. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, c'est certain. Mais au plus on a un horizon temporel de long terme, au plus grande est la probabilité d'avoir des performances positives. Point important, ces ETF que tu mentionnes là, en fait, ce sont des ETF qui utilisent encore une fois des produits dérivés. Ouais, forcément. Donc, en fait, au plus tu vas vouloir une stratégie différente que simplement acheter les constituants d'un indice boursier, au plus tu vas utiliser des produits dérivés. Et c'est à vos risques et périls parce que c'est très compliqué. Là, j'en ai DXS3.de, X-Trackers, S&P 500, Inverse Daily Swap. Oui, voilà. Donc, tu peux t'amuser si tu as un peu d'argent à perdre. Moins 31% sur les 3 dernières années. C'était voilà, parce que la bourse a monté. Ouais. Très intéressant quand même, ça, de se dire ça. Non, parce qu'évidemment, l'afflux hallucinant des ETF, des BlackRock et des choses comme ça, en plus, c'est un truc qui est autoréalisateur. C'est-à-dire que, je ne sais pas si ça a été calculé déjà, ça, mais en fait, le fait que tout le monde, tous les influenceurs, tous les conseillers, les conseillers en gestion de patrimoine, alors pas tous parce qu'il y en a qui touchent pas de commission du coup sur les ETF, mais on poussait tout le monde sur les ETF depuis au moins la Covid, ça existait avant, mais depuis 5 ans, c'est un succès phénoménal. Finalement, ça fait que aujourd'hui, n'importe quelle société du S&P 500, en fait, elle a pris un bonus de 40% ou peut-être plus encore. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est calculé, ça ? C'est qu'en fait, on pourrait le voir s'il y a une surévaluation, par exemple, si on prend des méthodes d'évaluation dont est-ce que le S&P 500 est cher ou pas cher par rapport effectivement à sa moyenne historique. On pose souvent la question, mais est-ce que les ETF, c'est pas est-ce que c'est pas une mode d'investissement ? Et en fait, ma réponse est assez simple dans le sens que cette mode-là, si elle existe, si c'était une mode, elle existe quand même depuis plus de 50 ans. C'est assez dingue de se dire qu'une mode dure 50 ans. Le point important par rapport à ça, c'est que ma conviction profonde, c'est que l'être humain voudra toujours en fait battre la bourse. Et ce qu'on observe maintenant, c'est des investisseurs, influenceurs, créateurs de contenu ou autres, oui, qui mettent en avant des ETF, mais parfois qui font du trading d'ETF. Achète cet ETF-ci et puis prends un gain et revends cet ETF-là. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'effet un petit peu pervers des ETF, c'est le fait que certaines personnes utilisent les ETF dans un objectif de gestion active, alors que pour moi, c'est simplement tu mets 100 € par mois sur ta plateforme préférée, t'investis, et puis après, tu te réveilles dans 10, 15, 20 ans, et c'est de l'argent dont tu n'as pas besoin les 10 prochaines années, et tu vois et t'espères que ça a pris 7-8% par an en moyenne. Ça, c'est un petit peu, moi, ma philosophie d'investissement. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vont dire, OK, maintenant, les États-Unis sont trop chers ou pas assez chers, ou par exemple, la France vient de perdre quelques pourcents, on rachète un petit peu de France juste sur un ETF CAC 40. Donc, en fait, même si les instruments financiers sont des ETF, derrière, il y a toujours de la gestion active parce que n'oublions pas qu'à un moment donné, quand il y a un flux massif, si moi j'achète pour 100 000 € sur un ETF S&P 500, je vais passer sur le marché secondaire. Imaginons que je sois très fortuné et que j'ai 100 millions d'euros. Mais je vais toquer à la porte de BlackRock et je vais dire à BlackRock, merci BlackRock, pourriez-vous créer mon ETF mon ETF, oui, ou même pourriez-vous créer X nouvelles parts de votre ETF parce qu'il n'y a pas assez de volume. Donc, comment BlackRock doit faire ? BlackRock doit prendre l'argent, créer de nouvelles parts et avec cet argent-là, va investir ses 100 millions dans les 500 actions du S&P 500. Donc, tôt ou tard, ça a un impact sur le fait d'acheter des actions du S&P 500. Mais je comprends complètement ton point, mais ce qu'il faut... ça a un effet un petit peu autoréalisateur maintenant parce que ça fait 15 ans que ça ne fait que monter. Oui, il y a eu le Covid, on a perdu 34% et puis ça a remonté. D'un autre côté, il faut vraiment se dire, OK, est-ce que moi, je veux passer plusieurs dizaines d'heures par semaine, en général,
pour analyser une partie des 50 000 sociétés cotées en bourse. L'effet, il est forcément énorme. Ce que je veux dire, c'est que, regarde, si j'investis dans le MSCI World, si j'investis dans, même là, je te parlais des India, MSCI, si j'investis dans... En fait, il y a des sociétés comme ça, enfin des indices comme ça, dans lesquels, en fait, si je suis dans 4, 5, 6 indices, je serai probablement dans 4, 5, 6 fois les mêmes sociétés. Parce que Google est dans tous ces indices. Parce que Bank of America ou parce que je sais pas quoi. Ah oui. Et donc, tu vois, en fait, j'ai investi dans 4 indices et finalement, mon exposition, elle est pas... Bon, elle est variée, hein, mais... Non, elle est pas... Alors, pour ça, c'est très simple. Tu peux utiliser un outil, encore une fois, en plus il est gratuit, donc j'ai aucune collaboration commerciale avec cet outil-là et je l'ai partagé il y a une semaine dans ma newsletter, qui s'appelle ETF View. etfview.com, les gens arrivent, mettent leur portefeuille et voient. Si tu mets S&P 500, Nasdaq 100, MSCI World, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir 85% qui est la même chose. Donc, ce qu'il faut faire... Voilà, c'est ce que je disais. Donc 85%. Voilà. Okay. Entre S&P 500, Nasdaq 100 et MSCI World. Pourquoi? Parce que le MSCI, rien que le MSCI World, c'est 72% en actions américaines. Un peu moins de 20% en Europe. Quand tu achètes les 1600 plus grosses sociétés mondiales, tu en as 72% qui sont américaines. Voilà, c'est ça. Que tu dis. C'est exactement ça. Acheter du MSCI World pour ne contrebalancer ton S&P 500, c'est une connerie. Ah oui, c'est une connerie. Et puis en fait, surtout, il n'y a que 30% des sociétés qui sont différentes. Okay, il n'y a que 30%. 28. Et en fait, il y a aujourd'hui les pays émergents, si tu regardes, la Chine, l'Indonésie, Taïwan et tout ça, le Brésil, tous ces pays émergents, là, représentent 20% de la capitalisation boursière mondiale. Si tu investis dans un MSCI World, tu as 0% dans cet indice-là. Alors, des petits malins qui vont écouter l'épisode vont commenter, probablement dire « Oui, mais tu peux prendre un MSCI ACWI ». All Country Worldwide Index, qui est un indice, c'est comme le MSCI World, tu rajoutes des émergents. Sauf que les émergents, ça représente 7 ou 8%. Donc, le tout, c'est qu'aujourd'hui, moi je le dis haut et fort, je n'investis pas dans un ETF qui suit le MSCI World parce qu'on est surpondéré aux États-Unis, plus de 70%. On est clairement... Et les États-Unis sont très chers en ce moment. Enfin, oui, mais moi, en fait, je ne prends même pas cette métrique-là. Je dis juste, mais pourquoi les États-Unis, c'est quoi le poids des États-Unis dans la capitalisation boursière mondiale? Tu as une idée? Toutes les sociétés cotées en bourse aux États-Unis, ça représente quelle pondération de la capitalisation 50. boursière mondiale? 50. Tu as tiré au pif, mais tu as raison. C'est ça. Mais c'est 50%. Pourquoi MSCI décide d'en mettre 72% aux États-Unis? Parce que MSCI est une société américaine. Donc moi, finalement, je ne veux pas de surpondération aux États-Unis par rapport à son poids dans la capitalisation boursière mondiale. Je veux des pays émergents. Il y a 20% de valeurs boursières dans le monde qui sont attribuées à des sociétés cotées sur les pays émergents. Je veux ça. Et surtout, si tu investis uniquement dans un ETF MSCI World, tu laisses l'indice MSCI, donc la société MSCI, gérer pour toi ton allocation géographique. Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Moi, finalement, je ne suis pas à l'aise, donc je préfère dire, je choisis un portefeuille avec quelques ETF, mais qui, finalement, ne sont pas redondants. Je viens d'acheter, je suis vraiment con. Moi, à chaque fois que je vous écoute et tout, là, surtout dès que c'est facile comme ça, du coup, je m'achète du Vanguard FTSE Emerging Markets. Tu vois, oui, mais c'est un ETF qui suit uniquement les marchés émergents. Ça y est, je vais un peu diversifier le truc. Bon, après, les perfs sont 27% les 3 dernières années, tu vois, au moment où on se parle. Sur les pays émergents? Ouais, 16% après, sur les 6 derniers mois. Mais moi, je dis toujours, quand on choisit un ETF, on ne regarde jamais les performances passées. Pourquoi? Parce que entre 2000 et 2010, les États-Unis faisaient moins bien que l'Europe et que les pays émergents. Sauf qu'entre 2010 et 2024, les États-Unis ont fait beaucoup mieux. Ouais. Quand on choisit... Parce que si on fait ça, en fait, on chase the return en anglais, donc on est toujours derrière les rendements et on ne peut jamais prédire quel secteur va mieux le faire les 10 prochaines années. On ne peut pas prédire quelle zone géographique va mieux faire. En tout cas, c'est ma conviction. C'est pour ça que moi, dans mon portefeuille d'ETF, c'est quelques ETF sur tous les secteurs dans toutes les zones géographiques et sur toutes les tailles. On n'a pas parlé de la taille, Mathieu, mais 40 000 sociétés cotées en bourse, ce sont des small et des mid cap, des petites et des moyennes capitalisations boursières mondiales. Mais ces petites et moyennes capitalisations boursières représentent quand même 15% du poids de la capitalisation boursière mondiale. Donc pour moi, ne pas investir dans des petites et des small cap, en fait, c'est ne pas prendre 15% de la capitalisation boursière mondiale. Alors, les 15 dernières années, c'était catastrophique, mais entre 2000 et 2010, c'était bon.
Donc, comme les secteurs, comme les zones géographiques, les small cap ou les large cap, c'est cyclique et il y a certains moments, c'est les large cap et les méga cap qui vont mieux faire, à d'autres, les small et les mid cap. Passionnant, on pourrait y passer des heures parce qu'en effet, sur les mid-cap, tu as envie de regarder un peu aussi ce qui peut se passer. Pas dans les... Là, je suis allé dans l'emerging market pour aller changer un peu des amis, des usual suspects. Un truc intéressant, mais je ne suis pas sûr que ce soit tout le temps le cas, par mes... Alors non, est-ce que c'est des ETF? Je ne suis pas sûr. Je crois que c'était avec mes contrats Nalo. Ok. Qui investissent sur des trucs générali. Je sais pas ce que c'est. Ah oui, tu as et je reçois des dividendes. Et, tu sais, de temps en temps, je reçois des notifs. C'est marrant parce que j'ai dû le connecter à, je sais plus si c'est Finari ou quelque chose comme ça. Et je reçois des notifs. Vous venez de recevoir des dividendes de machin. Mais j'ai pas d'action de ce machin. En fait, je les actions indirectement par des fonds ou par des choses. Est-ce que tu reçois les dividendes sur les ETF? Un ETF peut être coté, un ETF peut être ce qu'on appelle distribuant. Il va avoir un codizine spécifique ou capitalisant. Prenons le cas du S&P 500, un ETF qui investit dans les 500 plus grosses capitalisations boursières aux États-Unis. Eh ben, dans ces sociétés-là, il y a des sociétés qui vont verser des dividendes à l'ETF. L'ETF, il a deux possibilités. Soit il verse des dividendes à ses actionnaires, donc comme à toi, ou soit il ne verse pas ses dividendes, de dividendes. Moi, je dis toujours... Mais il les garde pas pour lui, hein, l'opérateur. S'il les verse pas, il les met dans ton montant. En fait, il les laisse. Si le montant est suffisant, s'il a suffisamment de cash, il rachète les 500 actions du S&P 500. S'il n'a pas suffisamment de cash, à ce moment-là, il va utiliser des petits produits dérivés, mais à la marge, hein, même pas pour 1%, pour simplement ne pas faire des frais de courtage qui sont trop importants. Okay. Donc, quand il reçoit des dividendes, il a deux possibilités. Soit il distribue, c'est un ETF qui est distribuant. Je déconseille des ETF distribuants parce que tu as ce qu'on appelle la fameuse flat tax. Hein, donc, les 30%. Les 30%. En Belgique, pour les auditeurs belges, tu as le précompte mobilier de 30%. Donc, finalement, tu as une taxation. Et en plus de ça, ton gâteau, il est moins gros puisque ton gestionnaire, il se sépare de 1, 2, 3% par an en te versant des dividendes. Et donc, je préfère les ETF qui sont AC, pour accumulating en anglais, ou capitalisant, CAP, qui vont justement avoir des dividendes et racheter des actions par derrière. Ok, très intéressant. On va arriver au bout. Tu parles de Belgique, là, il y a des histoires, on l'a touché du doigt tout à l'heure, mais de fisc, de domicile fiscal, de choses comme ça autour des ETF. Est-ce que on s'en fout, on achète dans ce qu'il y a? Oui et non, dans le sens où, par exemple, un ETF qui investit dans des actions américaines, les actions américaines vont, quand elles versent un dividende, il y a ce qu'on appelle la retenue à la source aux États-Unis. La retenue à la source qui est de 30 ou 35% si ma mémoire est bonne. Qui grève un petit peu ta performance. Voilà, et donc ça grève, ça impacte en fait le montant reçu par l'ETF, et donc toi en tant qu'actionnaire de l'ETF, parce que quand tu investis dans un ETF, tu es actionnaire de l'ETF, eh ben, ton rendement est grévé. Il y a des juridictions comme l'Irlande qui est beaucoup plus dividend friendly, où la retenue à la source fait que justement, elle n'est que de 15%. Donc c'est pour ça que quand il y a des ETF de droit américain, dans lesquels on investit des ETF à réplication physique de droit américain, pas de droit américain, pardon, des ETF à réplication physique qui investissent dans des actions américaines comme le Russell 2000 pour les petites et moyennes caps, le S&P 500 ou encore le Nasdaq 100, je privilégie toujours le domicile fiscal, l'Irlande, pour éviter justement une imposition qui soit trop importante. Et ça, c'est pareil, c'est pas facile à voir. Ça. Alors ça, si on peut le trouver encore sur justetf.com, je vous invite à regarder une de mes vidéos sur ma chaîne YouTube qui est gratuite, 25 minutes là-dessus. Et en bas à gauche, on peut choisir la juridiction de l'ETF. Et on peut voir Irlande, Luxembourg, JustETF, France. c'est gratuit. JustETF.com, il y a une partie qui est payante, mais que je n'utilise même pas, et qui n'est pas utile à mes yeux. Donc voilà. Après, s'il reste 2-3 minutes, il y a quand même un point important, ce sont les ETF actifs qu'on avait mentionné. Bien sûr, on en parlait tout à l'heure. On en a mentionné au début. Donc, tu as reçu pas mal de gestionnaires, notamment actifs dans la martingale. Et en fait, un ETF actif, ils ont été créés il y a quelques années. C'est comme
Ça perd tout le principe de l'ETF. En fait, c'est comme un ETF passif, c'est-à-dire un fonds d'investissement échangeable en bourse. L'ETF passif, c'est un fonds d'investissement échangeable en bourse qui suit la performance d'un indice boursier. Un ETF actif, c'est un fonds d'investissement échangeable en bourse qui investit dans des actions différentes qu'un indice boursier. Donc, c'est comme un fonds de placement habituel, actif, mais qui a pour intention de battre la bourse. Pourquoi les boîtes aujourd'hui ont été dans cette direction-là? Alors, aux États-Unis, il y a un avantage fiscal donc, à investir dans un ETF actif plutôt que dans un fonds d'investissement actif. Donc, dans un fonds qui n'est pas coté en bourse. L'ETF, il est coté entre 9h et 16h30 aux États-Unis. Sachant que d'ici 2030, il devrait y avoir environ 20% des encours sous gestion au niveau des ETF dans le monde qui seront des ETF actifs. En Europe, il y en a environ maintenant, si je ne me trompe pas, entre 200 et 300. Donc, c'est presque 10% du nombre justement des ETF, avec certains qui représentent 7, 10, 15 milliards de dollars. Et un ETF actif, c'est vraiment, oui, un fonds d'investissement qui est échangeable en bourse, qu'on peut acheter en Europe entre 9h et 17h40. Ça dépend principalement sur Euronext, mais dont l'intention, c'est d'essayer de battre le marché. Donc, il y a des ETF actifs où on voit clairement. Alors, comme on le sait encore, on peut le voir quand on clique effectivement, encore une fois, sur justetf.com, on va voir, il y a un petit attention, donc un petit signal attention, ceci est un ETF actif. Donc, ça veut dire vraiment, et d'ailleurs dans la description de l'ETF, il est mis, cet ETF actif a pour intention de battre son indice de référence, le S&P 500. Donc là, vous investissez dans un fonds d'investissement où vous faites confiance aux gestionnaires d'essayer de battre le S&P 500. Alors, d'un côté, c'est une bonne nouvelle pour les investisseurs. Pourquoi? Parce que ça veut dire que ce sont des ETF, ça coûte moins cher. Pour un investisseur privé, effectivement, ça coûte moins cher, même si les ETF actifs coûtent un petit peu plus cher que les ETF passifs. Mais un ETF actif coûte moins cher que la structure FCP ou SICAV. Par contre, c'est une menace importante à mes yeux pour les investisseurs parce qu'aujourd'hui, les investisseurs particuliers ne comprennent pas la différence entre un ETF actif et un ETF passif. Et que si on investit dans un ETF actif, c'est qu'on pense que le gestionnaire peut battre son marché de référence. Qu'est-ce qui est derrière JustETF, tu sais ou pas? JustETF.com, ça va être... oui, je sais. Des Allemands, je vois. Oui, il y a Tracking Site qui va donner les informations. Et je pense que JustETF.com a été racheté par un courtier qui s'appelle Scalable. Ok. Voilà. Et il y a, parce que je vois qu'il renvoie beaucoup vers les mêmes. Alors, est-ce que c'est juste que ce sont les plus efficaces ou est-ce qu'il y a vers les mêmes ETF? Non, vers les mêmes, notamment pour racheter, il renvoie vers beaucoup les mêmes plateformes. Ouais, oui. Ils doivent avoir des frais. Non, mais ils gagnent de l'argent en faisant de la pub. Ok. Ouais, en disant, on renvoie chez X, Y, Z. Donc, finalement, moi, je dis les ETF actifs, à mes yeux, si on pense qu'un gestionnaire peut battre la bourse, oui, pourquoi pas, mais ça doit être 5-10% de son portefeuille, pas beaucoup plus. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je vais éviter parce que les études ont montré que 90-95% des gestionnaires actifs n'arrivent pas à battre la bourse. Et ces 5-10% qui arrivent à battre la bourse, malheureusement, tous les 5 ans, ils changent. Ce n'est pas toujours les mêmes. Donc, comment moi, un grand Belge, entre guillemets, qui habite dans la campagne en Belgique, comment je serais capable de choisir les meilleurs gestionnaires actifs qui arrivent à choisir les meilleures sociétés et ne pas investir dans les mauvaises sociétés. À mes yeux, c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça que je dis attention aux fonds actifs. Mais on l'a vu, les effets de levier, les devises, les ETF actifs, l'innovation financière fait qu'aujourd'hui, je prends une marque par exemple, une marque JP Morgan, concurrent numéro 1 sur les ETF actifs et veut concurrencer clairement BlackRock et Vanguard. Donc JP Morgan crée énormément de fonds actifs en espérant pouvoir battre des fonds passifs. Ma conviction, c'est difficile de battre le marché et qu'un gestionnaire actif aura toujours des difficultés à battre le marché. Donc, c'est pour ça que je reste très éloigné de ces produits nouveaux.
Super intéressant, les ETF actifs. On va les laisser grossir et puis on va regarder un petit peu ce que ça donne un peu plus tard. Mais justement, c'est de la gestion passive qu'on met en avant souvent sur les ETF, c'est de ne pas payer nécessairement d'intermédiaires et des choses comme ça. Donc là, finalement, c'est toujours un moyen. On ne se refait pas de reproposer sous un nom ETF peut-être des fees plus élevés. Non, mais plutôt... Alors, il y a de l'algorithmique peut-être possible. Alors, oui, il y a de l'algorithmique, mais plutôt, imagine, tu es JP Morgan, tu gères, j'invente, je vais prendre un chiffre rond, 1 milliard. Soit tu sais que ces 1 milliard-là sont un risque parce que ton fonds, il a mal fait. Et ce que tu fais, c'est que tu dis, bon, en fait, je vais laisser partir ces 1 milliard vers BlackRock. Ou tu dis, bon, je vais créer un fonds actif. Le fonds actif va me rapporter 2 ou 3 fois ou 4 fois moins. Mais c'est pas grave. Au moins, ce que font beaucoup, ce qu'a fait JP Morgan, mais aussi d'autres, peu importe, c'est vraiment, ils étaient sous la forme d'une SICAV, donc un fonds d'investissement qui n'est pas coté en bourse. Et en 2024 ou 2023 ou même avant, ils ont changé la structure juridique. Donc, ça veut dire que tu avais 7 milliards dans une SICAV. Ce SICAV-là est devenu un ETF. Ça a diminué les frais, mais comme ça, tu dis à tes clients, « Ah, mais vous savez, vous connaissez les ETF, mais vous êtes dans des ETF et avant, les frais étaient de 1%, maintenant, ils sont de 0,5%. Donc, on a diminué les frais. Et JP Morgan préfère finalement, plutôt que de perdre tout, dire, voilà, j'ai peut-être la réduction de mon chiffre d'affaires de moitié, mais au moins, je garde une partie du truc. Oui, je trouve que c'est beaucoup une fois que tu as construit ce chiffre d'affaires, il y a beaucoup de marge. Enfin, je veux dire, oui, c'est la partie la plus difficile, c'est le coût de le construire. En effet. Et après, si tu as 10 milliards en cours sous gestion à 1,5%, ça tombe chaque année comme ça. Millions, voilà, c'est ça. Je veux bien participer. Ça doit être tes amis, dis donc, JP Morgan, ils t'aiment bien, non moi, j'ai un avis. Alors, je ne sais pas s'ils m'aiment bien ou pas, mais c'est vrai que je suis assez franc dans mes prises de parole sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, il y a des gens qui aiment et puis il y a des gens qui aiment moins. Grégory, tu es basé en Belgique, toi ? Oui, je suis basé en Belgique. Dis-moi rapidement la petite question surprise, et puis après, on va laisser nos auditeurs là, mais j'en ai deux que tu connais, enfin une en particulier, ta martingale, mais j'y viens après. Ta perception de la France, là, en ce moment où c'est un peu le souk depuis la Belgique, est-ce que, en fait, c'est un peu pareil, tu as les mêmes sources d'infos et voilà, ou est-ce que tu es un peu plus circonspect Tu vends, là, en France, là, tu vends tout ce que tu as en France, tu soldes tout Non, en fait, pour être très franc avec toi, peu importe la situation macroéconomique, géopolitique et tout ça du pays ou d'une zone géographique, je ne fais rien. Quand Trump a été élu, on a beaucoup dit est-ce qu'il faut vendre, pas vendre, est-ce qu'il faut acheter du dollar, pas du dollar. Peu importe. Moi, j'ai la chance d'investir maintenant depuis 10 ans. Donc, j'ai commencé en 2015. J'ai fait entre 2013 et 2015 plein d'erreurs qui m'ont coûté quand même 60% de mes économies. Et depuis maintenant 10 ans, j'investis de manière régulière. Et je ne fais aucun market timing sur une zone géographique, sur une tension. Okay. Donc, moi, je dis juste, en France, peut-être vous n'aurez plus de gouvernement. La Belgique a eu ça, a très bien vécu pendant presque 2 ans. Faut savoir mieux qu'avec un gouvernement. Voilà, c'est ça. Donc, il y a des choses bien pires. Et le problème des retraites, il y a la même chose en Belgique. C'est pour ça que dès le plus jeune âge, si on peut, aux enfants, commencer à investir 5, 10, 15 euros par mois, pour eux, ça sera génial parce qu'ils ne seront pas dépendants justement de l'État. En carte Pokémon. Voilà. Apprends l'argent en t'amusant. Ça, c'est sorti 9,90. Ça s'achète où, ça ? Sur mon site internet, grégoryguillemin.com, il y a un petit onglet cahier d'activité. Ok. Tout est en auto-édition aussi. Tout est en auto-édition. Ouais. Tu te rémunères comment, toi ? Alors, mes livres, déjà, c'est une association que j'ai créée pour faire des ateliers pour les enfants, les adolescents et les adultes pour... On ne parle même pas d'investissement, bien gérer son budget. Et moi, je le dis dans ma newsletter aussi, les tutos de Greg, j'ai 30% de ma rémunération qui est liée à 3 marques principales du sponsoring sur les réseaux sociaux et tout ça. J'ai 30% lié à ma formation digitale, le défi bourse 2.0. J'ai 25% qui est lié à des formations pour des particuliers, qui peut être aussi des conférences dans des entreprises, dans des écoles et tout ça. Donc là, je vends mon temps. Donc voilà. Et je vais avoir le seul restant, ça va être 30, 25, il me reste 15%. 10% lié du chiffre d'affaires, lié à mon ancien livre et à ce genre de choses. Et 5% des petites babioles. Donc vraiment les 3 cœurs, sponsoring,
ma formation digitale Défi Bourse 2.0 et également des formations pour certaines familles, des enfants parfois et même des conjoints et tout ça. Sur ces formations et tout ça, si on vient de ma part, tu peux faire un petit geste. Alors, il y a quelques années, j'avais promis un petit geste sans aucun problème. Les formations digitales, les formations où je vends mon temps, aujourd'hui je le vends à 700 € par heure, hors TVA, je pourrais faire un geste sans aucun problème. Et pour ma formation... 100 € par heure 600 oui, je peux faire un geste de 100 € par heure, sans aucun problème. Okay. Et pour ma formation digitale, aujourd'hui, il est en vente à 1 290 € et je peux faire effectivement 300 € de réduction. Pas mal, j'allais dire en dessous, je voulais passer en dessous des 1000 €. Des 1000 €, 990 €, je pourrais faire un petit code. Martingale. Voilà, Martingale. Allez, vous venez de ma part et puis vous faites plaisir à Grégory. Je précise que moi, je touche rien sur tout ça. Et puis le petit livre pour apprendre l'argent, moi, je vous le recommande si vous avez des enfants, des neveux, des nièces, faites-le. C'est important, c'est le plus beau cadeau que vous leur ferez. Ils s'en rendront compte plus tard. 9,90 si en plus c'est pour une asso, on va pas négocier ça. Merci. T'as une petite martingale à toi ? Ma martingale, oui. En fait, c'est d'investir tous les mois et de contrôler mes émotions. Voilà. Et de ne pas me poser la question, est-ce que c'est bon moment, pas bon moment. C'est pour ça que je m'informe sur ce qui se passe, mais que ce qui se passe n'impacte pas mon plan d'investissement qui a été défini il y a plusieurs années. Contrôler vos émotions dans la vie en général, au-delà de l'investissement. Alors, en particulier dans l'investissement, c'est très important parce que... dans la vie de tous les jours, les émotions, c'est génial. Je t'écoute, je suis là, j'achète des trucs, je pourrais en vendre d'autres. Je suis un gros débilos là-dessus, mais non, les émotions, ça doit se contrôler. En bourse, oui. Dans la vie de tous les jours, c'est quand même chouette d'avoir des émotions, sinon la vie aurait un goût amer. Mais en bourse, effectivement, les émotions sont extrêmement destructrices de valeur, surtout avec la bourse et les cryptos. On n'a pas parlé de crypto aujourd'hui, mais ça, effectivement, c'est... Il y a des ETF crypto. Il y a des ETF crypto, mais que je ne recommande pas parce que c'est cher et parce qu'on n'est pas détenteur directement des cryptos derrière. Tout à fait. Merci Grégory Guillemin, Guilmin. On mettra le lien vers ton LinkedIn aussi, tes réseaux sociaux. Ma newsletter ta aussi. Newsletter, évidemment. Merci beaucoup. Et tout ça, c'est accessible depuis lamartingale.io. Merci à vous tous de nous suivre. Partagez les épisodes de La Martingale, on a besoin de vous. Et puis aussi, je le dis sur mon autre podcast, mais sur Génération It Yourself, mais sur La Martingale, abonnez vos amis de force à La Martingale. Vous prenez leur téléphone pour les aider à gérer leur argent. Grégory, tu feras un petit push sur ta newsletter aussi, j'espère, pour leur dire. Un petit push, mais aussi des réseaux sociaux, donc avec tous les shorts et tout ça que vous allez m'envoyer. Moi, je relais avec grand plaisir. Très bien, merci. Nous, on a besoin... de plus d'amour de votre part à tous et à toi. Merci beaucoup. À plus. Bisous. Ciao. À la semaine prochaine.